Bon, rebonjour à toutes et tous. Je vous demande d'accueillir Sébastien Lalevé, qui est le directeur général d'Arbevel, qui est l'un de nos partenaires. Voilà, ça fait sans nos partenaires, il n'y aurait pas de rencontre de l'avenir. Donc merci Sébastien, qui était là l'année dernière. Pour une table ronde, je vais te laisser présenter tes invités très prestigieux. Mais pour une table ronde, alors je sais qu'il est vraiment très attendu, parce que ça fait des jours qu'on m'en parle. Bon, sur l'intelligence artificielle, évidemment, ça fait partie des thèmes du moment. Mais tu as décidé d'inviter des gens qui connaissent vraiment le sujet, qui vont pouvoir nous expliquer quels sont très exactement les enjeux. Donc je te remercie. Merci Nicolas. Ça ne veut pas dire que les autres qui parlent sur le sujet ne connaissent pas, hein. C'est pas l'idée. Hein. Donc, mais l'idée de cette table ronde, c'est qu'elle s'intègre sur un sujet qui est central aujourd'hui, qu'elle s'intègre un peu avec les autres que vous avez pu écouter, et surtout que mes deux invités puissent, avec leur prisme et leur connaissance, répondre également à ces sujets sous un angle de technicien et de sachant. Donc c'est une façon d'aborder le sujet un peu différente. Donc mes deux invités sont Chloé Claire, qui est membre de l'Académie des technologies et qui a quitté à moins de 40 ans le board de Vinci Construction pour une start-up qui s'appelle Namer, spécialisée sur l'intelligence artificielle. Et Alexandre Daspremont, qui est chercheur, qui est professeur à Princeton, à Normal Sup, et qui est également entrepreneur de ce qui s'appelle Keros. Et les deux vous décriront un peu leur société. Donc le but, c'est... Moi, je suis investisseur. Donc un investisseur, c'est un observateur. Et un observateur d'une vague de fonds qui est massive. D'ailleurs, si je pose une première question, qui d'entre vous pense que l'IA a changé sa vie ? Ah, déjà. Parce que ma deuxième question, c'est qui pense que l'IA va changer sa vie ? Ouais, bon, ok. Alors, je ne vais pas dire le contraire. Donc, le premier, donc on va faire cette intervention. Donc, je vais faire un premier point de ma vision de l'IA en tant qu'investisseur et observateur. Et après, on essaiera de répondre avec les intervenants aux différents sujets principaux sur l'intelligence artificielle. Alors, le premier sujet qu'on peut se poser, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que l'IA est un sujet central aujourd'hui et pas il y a 10 ans ? Parce qu'en réalité, la recherche et l'IA existent depuis une cinquantaine d'années. Et la première réponse, c'est qu'en fait, on est en train d'assister, ou qu'on ne voit pas, à la face immergée de l'iceberg, celle qu'on ne se voit pas, la partie infrastructure, qui est en train de se mettre en place. Et c'est quelque chose qui est massif et malheureusement qui est aussi, l'IA, c'est une affaire de gros sous et de moyens. Juste pour que vous ayez une idée de quoi on parle, Amazon, Facebook, Google, Oracle et Microsoft vont investir en 2025 en infrastructure 290 milliards de dollars l'année prochaine. C'est en hausse de 90% par rapport à l'année dernière et ça correspond au PIB de la République tchèque. Donc malheureusement, l'intelligence artificielle est un sujet de gros sous, de CAPEX. Et le problème, c'est que c'est autoréalisateur parce que ces investissements sont extraordinairement rentables pour eux. C'est-à-dire que la différence qui est en train de se créer sera difficilement rattrapable au niveau de l'infrastructure. La bonne nouvelle, c'est que dans toute technologie, il y a on est dans la phase infrastructure, comme je le disais, et après, il y en aura d'autres, applicatives. Et là, on devra se poser des vraies questions. Il y a une des questions, donc comme c'est beaucoup d'investissements, et s'il y a des enjeux supranationaux, on le sait, hein, on les abordera, mais ça veut dire qu'une des raisons pour laquelle ces sociétés ne sont pas européennes, c'est que l'Europe a toujours eu, comme vous le savez, une vision très centrée autour du consommateur et pas autour de la puissance des sociétés européennes. On a privilégié les gens pour qu'ils payent moins cher et pas le fait qu'on puisse avoir des sociétés en situation de monopole, ce qui est complètement stupide parce qu'aujourd'hui, il y a une vision globale des choses. Nos concurrents, c'est les Chinois, ce sont les Américains. Et avoir une vision européenne des choses est trop étriqué. Donc ça, c'est le premier point. Pour vous donner un peu une idée des intervenants de ces sociétés aujourd'hui, la plus grosse capitalisation du monde où qu'il a été, c'est Nvidia. Nvidia, c'est des gens qui font des puces. C'est aujourd'hui les puces principales utilisées pour les serveurs et pour la capacité de calcul. Cette société a un cours de bourse qui a été multiplié par 10 en 2 ans. Une des raisons, c'est pas de la spéculation, parce que les gens, généralement, ceux qui ratent, ils disent « ouais, c'est pourri, en fait, c'est trop cher, c'est la spéculation ». La réalité, c'est qu'en 2 ans,
les espérances de résultats d'NVIDIA sur 2025 ont été multipliées par 8. Donc il y a une des raisons, une chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'on passe notre temps à courir derrière. Et ça va 10 fois plus vite que ce qu'on imagine tout le temps. Donc ça, c'est un premier point qui est assez important. Sauf qu'NVIDIA, aujourd'hui, la capitalisation boursière, c'est 3 800 milliards de dollars. C'est-à-dire plus que le PIB français et que la dette française. Donc c'est pour vous donner un peu une idée des chiffres. Et un élément important, pourquoi ça va immanquablement changer notre vie, l'intelligence artificielle. Le prix Nobel de chimie en 2000 qui vient d'être annoncé, il s'appelle Demis Hassabis. Demis Hassabis, il a créé une société, c'est un Anglais, qui a créé une société qui s'appelle DeepMind, qui a été rachetée par Google il y a plusieurs années. C'est lui qui, en 2016, a créé l'algorithme DeepMind qui a battu le meilleur joueur du monde de Go en 2016, en sachant qu'en 2016, on pensait que ça n'arriverait pas avant 5 ans. Bon, c'est arrivé 6 mois avant, les gens pensaient que ça n'arriverait pas avant 5 ans. Bon, c'est arrivé 6 mois après. Et la partie formidable de Demis Hassabis et de DeepMind, pourquoi il a eu le prix Nobel de chimie? Parce qu'avec DeepMind, ils ont, il y a 2 ans ou l'année dernière, ils ont, ce qui est compliqué avec les protéines, c'est on peut la séquencer, ça s'est fait depuis longtemps. Ce qui était plus compliqué, c'est avoir une représentation 3D de cette protéine. Parce que si on a une représentation 3D, on peut plus facilement intervenir dessus, l'activer, l'inhiber, et c'est comme ça qu'on peut la rendre efficace ou inefficace. Et dans la plupart des maladies, il y a des protéines qui sont impliquées. Eh ben, il fallait 4 ans à un doctorant pour faire le mapping entre guillemets 3D d'une protéine. Et DeepMind on a fait 200 millions en 1 an. Et aujourd'hui, par contre, c'est en open source, c'est-à-dire que tout le monde y a accès. Donc les perspectives sur ce sujet-là positives sont extraordinaires dans les années à venir. Donc on va voir dans ces années des évolutions incroyables au niveau de la santé, ce qui me rend très très optimiste sur le sujet. Donc voilà, c'était l'introduction. Aujourd'hui, Chloé, est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement et décrire un peu Namer? Bonjour à tous, je suis Chloé Claire, donc je suis la directrice générale de Namer. Namer, c'est une société, une green tech, qui produit à partir d'algorithmes d'intelligence artificielle des informations sur tous les bâtiments de France, donc par exemple sur toutes vos maisons. Et on est capable, à partir de ces informations de morphologie, de contexte et d'environnement, de cibler les meilleurs travaux à réaliser pour faire de l'adaptation au changement climatique ou pour faire de l'atténuation au changement climatique, c'est-à-dire de la rénovation énergétique. Et toutes ces données servent à nos clients que sont les institutions publiques ou les collectivités, mais aussi les banques et les assurances qui vont pouvoir vous accompagner, soit en vous assurant mieux, soit en vous prêtant de l'argent pour faire ces fameux travaux, pour que les habitations françaises soient encore habitables en 2050, alors que plus de la moitié d'entre elles aujourd'hui sont à risque avec le changement climatique. Alexandre ? Bonjour, donc Alexandre Apamon, je suis chercheur au CNRS en algorithmique, donc j'écris des programmes pour résoudre des problèmes. J'ai aussi fondé il y a 8 ans maintenant une entreprise qui s'appelle Kairos et qui fait de l'observation de la Terre. En 2 mots, l'Europe, et on en parle assez peu, mais a un programme extrêmement ambitieux d'observation de la Terre avec une constellation de satellites qui s'appelle les Sentinelles et qui nous livre tous les jours une image pratiquement complète de la surface de la Terre, à la fois dans le domaine optique, donc des photos, et dans le domaine radar, dans des domaines multispectraux, etc., où on peut détecter énormément de choses. Et l'idée, c'est que ces images sont libres de droit. Donc n'importe qui peut y accéder. Il y a évidemment beaucoup de volume d'informations, mais a priori, elles sont exploitables à des fins de recherche, à des fins commerciales, etc., sans problème particulier. Et en fait, en parallèle avec cette arrivée de nouvelles informations sur la planète, on a aussi les moyens de la traiter maintenant avec l'intelligence artificielle qui est véritablement passée à l'échelle et qui nous permet d'exploiter ces données pour, par exemple, détecter les émissions de gaz à effet de serre significatives, pour mesurer la quantité de carbone qui est stockée dans les forêts, pour s'intéresser aussi aux conséquences du réchauffement climatique, c'est-à-dire les inondations et les incendies.
Et du coup, ça, en gros, chez Kairos, c'est ce qu'on a fait. On a pris les données de l'Union européenne et on les a interprétées pour en déduire un certain nombre de quantités clés liées au réchauffement climatique, sortir des variables qui nous permettent de suivre la transition énergétique, qui nous permettent de mesurer les émissions de gaz à effet de serre et de les attribuer si on a de la chance, et qui nous permettent aussi de protéger les biens et les personnes, c'est-à-dire s'intéresser aux inondations, aux incendies et aux risques d'inondation, aux risques d'incendie en temps réel pratiquement. Donc tout ça depuis l'espace. Et l'avantage de travailler depuis l'espace, c'est qu'en fait, les satellites ne connaissent pas vraiment de frontières, et donc on peut appliquer une même méthodologie à l'ensemble du globe et sortir des chiffres qui sont homogènes et mondiaux. L'idée étant de... Je m'arrête dans 2 minutes, je te promets, Seb. L'idée étant d'arriver en soutien de la réglementation européenne. La réglementation européenne s'est considérablement durcie sur ces questions de climat. Et l'idée, c'est que pour pouvoir l'implémenter, il faut des données. Et ces données, ce sont ces données sentinelles qu'on cherche à traiter chez Kairos. Merci. Est-ce que tu peux continuer en expliquant en tant que c'est quoi en fait l'IA et comment ça marche un modèle d'IA? Ok, donc vaste sujet. À 1 minute. Oui, c'est ça. L'IA, en fait, si on veut faire très schématique, c'est un exercice de généralisation. On part d'une base d'exemples où une tâche a été effectuée et on cherche à répliquer la performance observée dans ces exemples avec un modèle. Donc un exemple classique, c'est un email arrive, est-ce que c'est du spam ou non, est-ce qu'on s'en débarrasse? On peut avoir une grande quantité d'exemples d'emails qui sont valides et d'emails qui sont spam et apprendre à une machine à faire la distinction entre les deux. Et donc ça marche, et ça marche depuis un certain temps, mais l'idée c'est que maintenant on peut faire ça avec énormément de données. On peut faire ça avec des images, du son, de la vidéo, etc. Et on peut le faire en particulier avec du texte. Et donc sur le texte, ça donne une approche un peu statistique du langage. L'idée générale, c'est qu'on commence une phrase, et en se basant sur tous les écrits qu'on a intégrés dans la base d'apprentissage du modèle, on essaie de la terminer. Donc les modèles de langage dont on entend parler pour l'instant sont focalisés sur prédire le mot d'après. Et en fait, ça marche très bien parce qu'on a accès depuis un certain temps à un corpus de texte absolument colossal et que du coup, l'approche statistique du langage n'est pas si mal. La seule chose, c'est que grosso modo, la prédiction est destinée à être crédible, elle n'est pas destinée à être vraie. Donc parfois, on a des vrais sujets d'hallucination sur les réponses de ces modèles, parce qu'ils n'ont pas du tout été entraînés pour sortir une vérité. Ils ont été entraînés pour sortir quelque chose qui est crédible, qui ressemble à une vérité. Et ça, il faut s'en méfier un petit peu. Et c'est un des gros sujets actuels de recherche sur ces questions d'IA. Chloé ? Bien pour illustrer ce que c'est que l'IA, je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. Et donc là, c'est à partir de données tabulaires. Donc ça va être des tableaux, des données dans des tableaux. On va par exemple, puisque nous, on s'intéresse chez Nemer à la rénovation énergétique, on va s'intéresser à avoir la performance énergétique de chacun des bâtiments. Alors aujourd'hui, si vous faites un diagnostic de performance énergétique, un DPE, vous avez une lettre et vous savez où vous en êtes. Or aujourd'hui, il existe dans l'open data, c'est-à-dire à disposition du public, environ 2 millions de DPE qui correspondent à 2 millions de bâtiments en France. Enfin 10 millions de DPE plutôt qui correspondent à 2 millions de bâtiments en France. Et sur ces 2 millions de bâtiments résidentiels, en fait, il faut voir qu'en France, il y a environ 25 millions de bâtiments résidentiels. Donc il en reste 23 millions dont on ne connaît pas aujourd'hui l'efficacité énergétique. Eh bien, ce qu'on va faire avec l'IA, c'est donc de prendre ce dataset exemple, comme tu disais, donc celui de l'ADEME, qui est donc le dataset de tous les diagnostiqueurs qui ont fait remonter toutes les informations qu'ils ont faites lors des DPE. On va ensuite inférer sur tous les autres bâtiments de France pour trouver ce qu'on appelle des labels, c'est-à-dire, dans mon exemple, le DPE, et à partir d'autres informations que sont les features, que sont en fait, par exemple, dans le cadre d'essayer de définir le DPE d'une maison, on va avoir sa période de construction, sa nature de toiture, son environnement urbain, etc. Donc nous, ce qu'on fait en termes de recherche en IA, c'est de créer plein de datasets, le dataset période de construction, le dataset milieu urbain, etc., à partir de données qui existent ou à partir de données qu'on a elles-mêmes inférées, pour pouvoir avoir le DPE de tous les habitats résidentiels
de France, quand bien même vous n'êtes pas passé chez un diagnostiqueur. Alors, ce qu'il faut voir, et tu le disais, l'IA n'est pas la réalité. Donc, c'est une estimation. Et ça n'est évidemment pas réglementaire, vous vous en doutez. Mais à partir de ça, on peut faire évidemment plein de choses. On peut vous prédire quels sont les meilleurs travaux à réaliser en fonction, de nouveau, avec d'autres algorithmes, en fonction de ce qu'on connaît, de comment a été construite tel ou tel bâtiment dans telle région de France à telle période. Donc avec ça, en fait, l'IA va permettre de faire des outils de simulation hyper simplifiés. Et pour trouver, par exemple, dans un portefeuille immobilier, le 20-80, c'est-à-dire les 20% de bâtiments qu'il faut rénover pour obtenir 80% d'efficacité énergétique en plus, des choses comme ça. Donc l'IA va vraiment permettre en fait de généraliser des mesures. Et là je vous donne un exemple dans la rénovation énergétique, mais c'est vraiment dans tous les exemples possibles, aussi bien, comme tu le disais, à partir d'images ou autres. Merci. Si on reprend un peu, donc quand je disais le moment, ChatGPT a été lancé il y a 2 ans, en fait les 2 ans maintenant. Les paramètres utilisés par ChatGPT, en 2018, il utilisait 117 millions de paramètres. Personne ne connaissait ChatGPT. En 2019, il en utilisait 1,5 milliard. En 2020, il en utilisait 175 milliards. Et en 2023, il en utilisait 1,8 trillion. Donc quand je vous disais qu'il y avait un vrai sujet d'infrastructure, et l'infrastructure, c'était donc, il y a 2 niveaux. C'est soit la capacité de calcul, et là c'est la loi de Moore, donc c'est les microprocesseurs. La loi de Moore, c'est de dire qu'en fait on miniaturisait de plus en plus. Et là on arrive un peu aux limites physiques d'ailleurs de la miniaturisation. Donc le nombre de microprocesseurs qu'on met en série qui permet de calculer plus, ça c'est le premier point. Il y a aussi tout ce qui est le cloud, le nuage, qui permet que les calculs ils ne sont pas forcément locaux, mais ils sont aussi virtualisés un peu partout. Et ça, pour la petite histoire, si vous ne le savez pas, ça fait la fortune de Amazon. Parce qu'Amazon, tout le monde connaît, parce qu'on a commandé chacun quelque chose sur Amazon, mais leur argent, ils ne le gagnent pas là-dessus. Ils le gagnent sur l'activité Amazon Web Service, qui en fait du hosting de serveurs. C'était tout le génie de Bezos, en fait. C'est qu'il a utilisé son argent du départ pour faire ce genre de choses. Donc cette infrastructure est fondamentale. Et Alexandre, toi, quelle est ta vision, parce qu'on arrive aux limites de la loi de Moore aujourd'hui, un jour, les modèles auront analysé la totalité de la donnée existante. Donc quelles sont les limites de l'IA telle qu'on le connaît aujourd'hui et quelles sont les sources d'amélioration ensuite? Alors, on peut voir les modèles de langage et les chatbots, etc., comme une évolution de la recherche sur Internet qu'on a l'habitude de faire sur Google. Sur Google, on entre des mots-clés ou une phrase, etc., et on obtient une série de liens plus ou moins intéressants et bien choisis. Et en gros, l'infrastructure derrière est déjà assez significative. C'est-à-dire que Google a des data centers partout dans le monde, il y a un vrai investissement. Ces recherches sont financées par la publicité qui est ciblée et qui est du coup bien valorisée. Mais on estime aujourd'hui que faire une requête à un modèle de langage comme ChatGPT, c'est à peu près 10 fois plus coûteux en termes d'infrastructure que de faire une requête Google. Et donc la question du modèle économique se pose de manière assez saillante, c'est-à-dire que qui va payer pour toute cette infrastructure? Cette question-là n'est pas réglée. Donc pour l'instant, on est en phase de test et d'enthousiasme. On paye 20 € par mois pour accéder à ChatGPT, au dernier modèle en date. Mais ce n'est pas du tout clair que le modèle économique continue comme ça. C'est vraiment une phase d'essai. Et du coup, si tout d'un coup les prix et l'accès à ces modèles de langage à un prix qui est multiplié par 10 ou 100, ce qui n'est pas du tout absurde, là, la question de l'usage et du modèle économique va se poser en termes complètement différents au quotidien pour les gens qui utilisent l'IA pour simplifier leur vie administrative ou professionnelle. Donc il y a un vrai sujet sur le modèle économique. Il n'est pas du tout évident qu'on puisse financer les recherches sur ChatGPT comme on le fait sur Google, c'est-à-dire via la publicité. Du coup, il est très probable que ça finisse par devenir un peu cher. Et si ça devient un peu cher, la question c'est comment est-ce que le public, en général, profite de ces avancées en IA au-delà des simples clients
habituel en business. Donc il y a vraiment une question de modèle économique à trouver pour l'usage de l'IA, et entre autres parce que, comme l'a dit Sébastien, les modèles ont vraiment subi une inflation colossale. Pendant très longtemps, on pensait que les petits modèles, c'est ce qu'il y avait de mieux, on ne faisait pas de surapprentissage, on allait structurer l'apprentissage du modèle autour de quelques paramètres et sortir quelque chose d'assez frugal, en fait. Et ça, c'était ce que disait la théorie sur l'entraînement des modèles. On cherchait à faire le plus simple possible et le plus compact possible avec peu de paramètres, et donc on faisait des choses qui étaient assez économiques à l'usage. Et en fait, depuis 10 ans, cet argument a été complètement retourné. Tout d'un coup, quelqu'un s'est mis à tester des modèles avec beaucoup trop de paramètres, et on a constaté qu'après une phase initiale où la performance s'effondre, ensuite on arrive dans une phase où la performance s'améliore à mesure qu'on rajoute des paramètres et des données et qu'on complexifie les modèles. Mais du coup, on se retrouve avec des modèles gigantesques qui sont beaucoup trop lourds pour tourner sur un téléphone, par exemple, qui demandent une infrastructure gigantesque pour être mis en œuvre. Et donc on a un vrai sujet de coûts et d'infrastructure qui n'est pas réglé. Et je pense qu'un des enjeux fondamentaux des années qui viennent, ça va être de distiller un petit peu ces modèles et d'en faire quelque chose de beaucoup plus léger et plus directement applicable à coût raisonnable. Et là, on n'y est pas encore. Et toi, donc, on se rend compte que c'est la donnée qui va devenir de plus en plus stratégique, et l'accès à la donnée de qualité, donc dans plein de secteurs. Et toi, Chloé, qu'est-ce que tu en penses par rapport à Namer et à l'efficacité des modèles, en fait? Tout à fait. La donnée, en fait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais pour faire de l'intelligence artificielle, il faut des données. C'est fondamental. Heureusement, notre société fabrique énormément de données, que ce soit des capteurs, que ce soit des images, des sons, tu en parlais. Voilà. En fait, par rapport à cette question de limite de l'IA, en fait, je pense qu'en effet, l'une des solutions, et c'est ce qui est fait aujourd'hui, c'est évidemment de spécialiser les modèles en fonction des usages et par exemple, d'aller beaucoup plus loin dans tout ce qu'on appelle la maintenance prédictive, ce genre de choses, qui va utiliser des données d'usage, mais pas nécessairement comme un ChatGPT, c'est-à-dire toutes les données de la Terre, mais uniquement d'un certain outil, pour pouvoir, d'un certain outil, d'une certaine machine, pour pouvoir en fait beaucoup mieux définir les choses. Donc en fait, il n'y a pas que ces grands large language models, il y a plein d'autres algorithmes qui permettent de faire des choses. Et ce qui va se passer, c'est que on va avoir de plus en plus en fait je dirais dans les objets du quotidien, dans notre vie du quotidien, des choses qui seront optimisées grâce à l'IA et grâce aux données que ces outils du quotidien ont pu engrangés entre guillemets dans le passé et qui pourront être analysés. Et c'est ça en fait pour moi la bascule. Et si je reprends mon exemple de Namer tout à l'heure, en fait nous on s'est rendu compte que quand notre premier business model, c'était donc par exemple, comme je vous disais, de vendre ces DPE. Ça peut intéresser par exemple vos organismes bancaires pour avoir une vision des portefeuilles de crédit immobilier. Mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de business models à vendre de la donnée de qualité. Par contre, il y a des vrais business models à faire tout le cas d'usage. Et donc, c'est comme ça qu'on est venu à être une entreprise qu'on dit data as a service, c'est-à-dire qu'on livrait des données premium à nos clients, à une entreprise de SaaS, software as a service, où on va en fait faire des simulateurs qui vont utiliser ce fameux DPE qu'on a créé, qui vont ensuite faire le cas d'usage, c'est-à-dire, ok, vous avez un DPE, mais ça sert à quoi? Ça sert à savoir comment est-ce qu'on peut améliorer. Donc, qui va proposer de manière, justement avec d'autres algorithmes, les meilleurs travaux à rénover, et puis ensuite, avec juste des simples règles métiers, le coût de ces travaux, les aides auxquelles vous avez droit, etc., etc. Et donc, en fait, ce qui est vraiment clé dans toutes ces améliorations grâce à l'IA, c'est le cas d'usage. C'est est-ce qu'il y a la donnée au départ, mais c'est pas ça qui va sortir. Souvent on parle de passer du charbon au diamant. Enfin voilà, c'est vraiment le cas d'usage. Et tous les cas d'usage aujourd'hui peuvent être regardés de ce point de vue-là, en se disant est-ce que si j'avais toutes les informations, ça me permettrait de prendre une meilleure décision ou d'être plus efficace pour une machine, ou etc., etc. Et c'est ça pour moi l'importance. Donc il faut évidemment des données en masse pour faire de l'IA, mais l'important pour changer nos vies, c'est les cas d'usage. En tout cas, ce qu'on retient de ce que vous avez dit, c'est que dans le mot intelligence artificielle, en fait, il n'y a pas
Parce que si on réfléchit ce que nous, en tant qu'humains, on imagine comme intelligence, ça aura une vision globale des choses, du recul, ce qui est à peu près l'antithèse de ce que vous décrivez dans les modèles, hein, quand même. Ça, c'est la petite blague, mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Si on raccroche à ce qu'on a pu écouter ce matin, quels sont les algos derrière les réseaux sociaux? Et comment, toi, Alexandre, en tant que chercheur, tu vois ce type d'algorithme et son impact? Il y a plusieurs questions sur les réseaux sociaux et l'IA. D'abord parce que l'IA, en fait, il y a une vraie course au texte et au contenu pour entraîner ces modèles. Plus les modèles deviennent grands, plus il faut de matériel pour les entraîner. Et donc on va chercher du texte à peu près partout, aux Nations Unies, parce que tout est traduit en plusieurs langues, chez Wikipédia, etc. Et donc il y a un vrai enjeu d'augmentation des bases d'entraînement. Et un des secteurs qui sert à entraîner les modèles, ce sont les réseaux sociaux. Et ça crée évidemment, comme l'information qui circule sur les réseaux sociaux n'est pas toujours d'une fiabilité idéale, ça crée des problèmes de biais. Et donc, il y a juste un mot, 50% des tweets de Elon Musk sur le dernier mois étaient mensongers. Et c'est quoi la règle que tu énonçais? Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'était factuel. Et c'était quoi par rapport à la règle où en fait il fallait 10 fois plus de temps Ça, c'était le coût de la recherche ChatGPT versus... Oui, mais sur le fait que ça prend 10 fois plus de... Oui, non. Il y a la loi de Brandolini, qui s'appelle aussi le bullshit asymétrie problème. Et l'idée, c'est qu'il faut typiquement 10 fois plus de temps pour réfuter une information bullshit en ligne qu'il en faut pour l'émettre. D'où la prévalence du bullshit dans la nature. Ouais, donc ça, c'est Brandolini, c'est assez drôle, mais c'est plutôt vrai, en fait. De là à dire que LFI connaît la loi de Brandolini, je ne me dirai pas là-dessus, mais je laisse... C'est pas impossible. Et donc il y a ça, et sinon, il y a des vrais enjeux sur les réseaux sociaux où on peut utiliser l'IA aussi, pas pour faire la police, mais en tout cas pour faire le tri et filtrer un tout petit peu les informations. Donc il y a un vrai enjeu de ce côté-là aussi. Et il y a des applications, disons, de ce type-là qui sont plutôt vertueuses. Il y a aussi des applications un peu moins vertueuses, et on est en période de campagne électorale, donc je ne dois pas vous le rappeler, mais il y a un certain nombre de robots qui ont investi les réseaux sociaux pour souffler sur les braises. Donc il y a déjà pas mal de fiel dans les réseaux sociaux, mais il y a un certain nombre de robots pilotés parfois par des puissances étrangères qui interviennent sur les réseaux sociaux pour mettre le feu aux poudres. Donc ça, c'est un vrai sujet également. C'est probablement un des usages pervers des modèles de langage, c'est de créer des robots très crédibles pour des causes qui ne sont pas tout à fait vertueuses. En sachant que statistiquement, parce que c'est des modèles qui, en fait, dont le but est de créer de l'engagement, et que humainement, les gens sont beaucoup plus engagés sur des choses qui les énervent, en fait. Donc, Chloé, c'est ce que tu me disais? Oui, tout à fait. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur ce phénomène de biais dans l'IA. IA, intelligence artificielle, donc on s'imagine un robot, mais à l'origine, ce robot, il a été imaginé par des modèles mathématiques humains, mais ensuite il a été nourri de données. Et il peut y avoir certaines données objectives, la vitesse d'un pneu sur une route, mais en fait, ces données passent toujours dans des mains humaines, et donc il y a un certain nombre, par exemple les réseaux sociaux, de données très subjectives, d'autres données qui peuvent être objectives, mais qui sont passées dans des mains humaines, et qui font qu'en fait, ce que l'on sert d'entraînement, puisqu'on disait tout à l'heure, l'entraînement d'un algorithme d'IA, c'est lui donner un exemple pour qu'il arrive à le généraliser sur une plus grande base, une plus large base. En fait, suivant ce sur quoi vous le nourrissez, il va sortir une réponse. Donc, c'était très connu que le premier algorithme de reconnaissance faciale de Facebook ne reconnaissait que les hommes blancs, et beaucoup moins les femmes, et encore moins les peaux plus foncées, par exemple, puisque les ingénieurs de Palo Alto étaient plutôt tous les mêmes, et qu'ils avaient en fait entraîné les modèles avec leurs propres photos Facebook qui étaient leurs photos de vacances. Donc ça va assez loin, et ces biais, en fait, il faut voir qu'après, notre propre culture, nos propres images mentales sont en fait
reversés dans cette intelligence artificielle. Si vous allez par exemple dans Midjourney, donc Midjourney c'est l'équivalent d'un chat GPT mais à qui vous demandez de faire des images, donc vous lui dites, le prompt c'est vous lui dites je voudrais telle et telle image, et bien si vous lui demandez... Prompt, juste j'explique, prompt oui. C'est donner une instruction à une IA, et en fait un bon prompteur dans la Silicon Valley c'est payé plusieurs centaines de milliers de dollars en fait. C'est juste quelqu'un qui parle bien à une IA et qui sait comment optimiser l'IA par les bonnes questions en fait. Voilà. Et donc, si vous promptez Midjourney, alors il faut le prompter en anglais parce qu'en français, les mots sont souvent féminins ou masculins, mais si vous lui dites CEO, soit directeur ou directrice générale, en lui disant, voilà, je voudrais une image d'un CEO en action dans son entreprise, vous verrez un homme. Et vous verrez d'ailleurs un homme blanc. Il faudra bien lui préciser si vous voulez une femme, par exemple. Si vous lui dites, par contre, je voudrais être à l'hôpital avec une nurse qui se penche sur un malade, par exemple, vous verrez une infirmière. Vous ne verrez pas un infirmier, etc., etc. Parce que ce sont nos propres images de notre culture, nous, aujourd'hui, occidentale, qui sont en fait reflétées dans ce qui a nourri les IA. Donc, la question de l'éthique dans l'IA et la question des biais, elle se pose, mais en plus, elle se pose fois 10 000, puisqu'en fait, les modèles permettent de multiplier les résultats sur tout, alors qu'avant, ça pouvait être que sur un certain nombre par exemple, de genres ou de choses comme ça. Donc, ça c'est quelque chose auquel il faut, en tout cas, et c'est sûr, auquel les chercheurs font aujourd'hui très attention, mais dont il faut être conscient. C'est-à-dire que ce qui est resservi par une IA n'est que le reflet de ce qui a servi à l'entraîner et ce qui est en fait la pensée humaine de la personne qui a à un moment nourri votre algorithme. Juste un mot là-dessus. En tant qu'investisseur, on est aujourd'hui tenu, pour plein de bonnes raisons, par des critères on appelle ça ESG, environnement, social et gouvernance. Donc c'est ce qui aujourd'hui doit guider nos investissements. Et l'Europe a été très novatrice sur le sujet et même à l'avant-garde de ce sujet. Le seul problème aujourd'hui, c'est que tout ça est une question de thermomètre. Aujourd'hui, tous les thermomètres sont américains. Ce sont des sociétés américaines qui vous donnent les données qui vous permettent de définir ce qui est socialement acceptable, environnementalement acceptable et en gouvernance acceptable. C'est MSCI, c'est des boîtes américaines. Vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la gouvernance de l'IA, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire que si on n'est pas capable, on définit les règles et qu'on laisse les Américains les appliquer parce qu'ils ont les boîtes et ils ont l'argent pour le faire, ça sera une catastrophe. Donc c'est arrivé sur l'ESG, ça peut arriver demain sur les modèles, et vous ne trompez pas, Elon Musk, il a expliqué que l'IA était woke, et c'est pour ça que lui, il faisait la sienne. Il y a un vrai enjeu de société derrière tout ça, qu'il ne faut pas négliger. D'ailleurs, donc l'IA est un peu woke. Elle va être un peu woke. Il a raison, Elon Musk, ou pas? Toi, tu dis que non, là, mais est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que l'IA est démocrate, donc minoritaire? Oui, l'IA est démocrate, j'en suis sûre. Elle est fabriquée par des ingénieurs de Silicon Valley principalement, qui sont à forte prédominance démocrate. Mais pas misogyne, c'est déjà pas mal. Alexandre, non? Écoute, c'est difficile à dire, mais d'abord, il n'y a pas d'IA de référence ou d'IA unifiée. Il y a des modèles dans tous les sens, et certains ont des biais, d'autres biais, et c'est pas quelque chose qui est écrit dans le roc. Mais en tout cas, traiter les exemples avec équité et se débarrasser des biais, c'est vraiment devenu un domaine à part entière. Ça s'appelle la fairness, et on a beaucoup d'avancées sur le sujet, donc c'est quelque chose qui est pris en main. On n'a pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas, les gens se sont posés la question. Et juste, est-ce que tu peux donner un exemple sur les limites d'efficacité? Je crois que c'était le Demis Hassabis dont je vous parlais tout à l'heure, qui expliquait que dans les nouvelles IA qui sont en train de mettre... Enfin, les avancées ont fait qu'un algo, en 9 heures, il peut le rendre tellement puissant qu'il peut battre n'importe quel joueur du monde aux échecs, en 9 heures d'apprentissage. Donc, est-ce que tu peux définir un peu la mécanique d'apprentissage et la limite de l'IA qui se bat contre une IA pour apprendre, en fait, où le truc n'a plus de limite, en fait? Alors, la première limite sur la gestion des modèles, c'est la disponibilité des exemples. Donc ça, c'est probablement le premier facteur qui détermine la performance.
Et en fait, sur le texte, par exemple, on arrive pratiquement au bout des écrits contemporains. Donc il y a un vrai sujet de saturation d'une certaine manière. Et c'est pas du tout évident qu'on trouve, au-delà de ce qui a été déjà exploité par OpenAI et GPT, des corpus de texte suffisamment riches pour pousser la performance encore un peu plus loin. Et en fait, cette pauvreté du nombre d'exemples est un vrai sujet pour l'entraînement. Et donc, on a coutume de faire deux choses, en fait, d'entraîner deux modèles en même temps. Un premier modèle qui fait une prédiction et un deuxième modèle qui qualifie la qualité de cette prédiction. Et on les fait dialoguer entre eux, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Et ça permet d'une certaine manière d'amplifier, de partir d'une base d'exemples initiale et d'amplifier l'impact de cette base d'exemples et de continuer à augmenter la performance du modèle sans rajouter d'exemples. Donc ça c'est aussi un domaine. C'est l'apprentissage adversarial et c'est un domaine qui est fondamental parce que, encore une fois, le secret de la performance, c'est la disponibilité d'exemples. Pour illustrer ce que tu dis, c'est assez intéressant, par exemple, sur nos deux entreprises font de l'intelligence artificielle sur des images aériennes ou des images satellitaires, et elles sont limitées à 30, les images satellitaires sont limitées à 30 cm. Or, on a des images aériennes à 20 cm, donc je vous parle de la taille, c'est le pixel sur l'image. Et donc, en fait, nous, on a fait tout un algorithme pour, en partant d'imagerie aérienne, satellitaire de 60 cm, de lui faire apprendre à essayer de trouver celle qui faisait 30 cm, puisqu'on avait le résultat, puisqu'on a le satellite de 30 cm. Et ensuite, on a pu l'appliquer à notre satellite de 30 cm pour essayer de lui faire deviner ce que serait une image de 15 cm. Donc, ça s'appelle j'ai oublié le mot. C'est de la super résolution. Voilà, de la super résolution. Je savais que le chercheur à ma gauche saurait mieux que moi. Et ça permet... Voilà, vous voyez, c'est des exemples très, très... je dirais tangibles de ce que permettent de faire en fait toutes ces améliorations de modèles en eux-mêmes. Là, bon, je sais qu'il y a Laurent Alexandre qui parle demain, mais quelle est votre vision à vous du côté un peu, on a tous été alimentés par les images de Terminator ou Matrix, et en langage d'IA, ça s'appelle l'IA forte. Donc, quelle est la probabilité qu'on ait un jour une IA forte, donc une IA qui est conscience d'elle-même, ce qui paraît un peu dingue, mais c'est un peu c'est ce qui alimente un peu la science-fiction et ces éléments-là. Donc, dans la limite de l'apprentissage, comment vous voyez cet élément-là, en fait, qui est une IA autonome, en fait? Il y a un proverbe chinois qui dit qu'être incertain, c'est inconfortable, être certain, c'est ridicule. A priori, c'est très difficile de faire une prédiction sur... C'est ça, je fais un hommage à Agnès Buzyn, qui disait à peu près la même chose ce matin. En fait. C'est ça. Et du coup, c'est très difficile de faire des prévisions sur l'émergence d'une intelligence supérieure qui finira par devenir autonome et nous réduire en fumée. Mais en tout cas, d'un point de vue scientifique et technique, il n'y a pas les éléments aujourd'hui pour répondre à la question de la conscience et à l'émergence de cette intelligence artificielle générale. On utilise beaucoup de métaphysiciens. Pour remonter aux origines, en fait, l'IA est le résultat d'une compétition entre des scientifiques d'un côté et des ingénieurs de l'autre. Et pendant plusieurs dizaines d'années, les scientifiques ont plutôt eu le dessus en termes de performance. On comprenait un petit peu mieux pourquoi ça marchait, etc. Mais vers 2012, il y a eu un nouveau basculement. Et en fait, ce sont les ingénieurs qui ont repris le contrôle du problème, avec des méthodes beaucoup plus brutales, dont on ne comprend pas vraiment le fonctionnement, des modèles qui ont un certain rapport avec l'architecture du cerveau, les réseaux de neurones. Et donc, d'une certaine manière, comme on ne comprenait pas ce que donnait la théorie, on s'est attaché à des principes de comparaison avec l'humain. Donc on a eu des métaphores sur l'architecture des modèles, des métaphores anthropomorphes. Et en fait, c'est vraiment le point de vue qui domine actuellement. On a une compréhension finalement assez superficielle du fonctionnement des modèles. On a juste pris beaucoup de données, appliqué beaucoup de puissance de calcul sur beaucoup d'exemples, et ça a fini par fonctionner, mais la théorie s'arrête un peu là, en fait, pour l'instant. Et donc, il y a un vrai enjeu à essayer de comprendre d'où vient la performance en apprentissage. Et le jour où on commencera à comprendre cette performance-là, peut-être qu'on aura une chance aussi de faire la différence et de comprendre d'où vient la conscience, d'où vient la créativité, etc. Mais on n'y est pas du tout. Donc, pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. Chloé ?
Just on cue. Juste rapidement, je pense que ces questions qui sont cette fois-ci de l'ordre plus éthique et moral, on essaie aussi en parallèle de les encadrer, mais c'est vrai que la recherche va tellement plus vite. Mais il y a par exemple l'Europe qui a fait l'AI Act pour essayer d'encadrer une certaine façon de faire de l'IA, puisque ça peut être aussi particulièrement bien être utilisé en cas de guerre, pour des destructions massives, etc. Donc ça peut faire peur, mais je préfère me tourner vers plutôt tous les aspects positifs. Et tu as parlé en introduction du prix Nobel de chimie qui est finalement donné à un scientifique mathématicien. Et ça, je trouve que c'est plutôt de ça dont j'aurais envie de garder en mémoire. Voilà. Et juste un mot avant de vous donner la parole, parce qu'il y a un gros débat sur l'énergie. Et je crois qu'il y a des études qui disent que 9% de la consommation énergétique américaine en 2030 sera liée de près ou loin à l'IA. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est Microsoft qui vient de racheter une centrale nucléaire aux États-Unis, celle où il y a eu un accident il y a des années en fait. Ouais, Three Mile Island, ouais. Et Google qui a fait une annonce pour la construction de 6 ou 7 mini-réacteurs nucléaires. Alors on dit que technologiquement ça ne marche pas encore, mais en tout cas c'est le sujet de l'énergie va être central. Et juste à toi, Alex, en termes dont tu disais qu'il y a une consommation d'énergie liée à ChatGPT par rapport à Google, dans quelle mesure les modèles pourront, par construction, devenir plus efficients énergétiquement? Est-ce que ce sera lié à la qualité de la donnée, à des algos qui seront plus frugaux? L'idée, donc, c'est un domaine aussi à part entière qui s'appelle la distillation en particulier, ou la compression. Et une des options, c'est de partir d'un modèle entraîné beaucoup trop significatif, de le spécialiser éventuellement à une tâche et d'essayer d'en distiller la composante, la substantifique moelle d'une certaine manière, pour obtenir un modèle beaucoup plus compact et moins énergivore. Mais c'est vraiment une question très ouverte en ce moment. Sujet ouvert, donc. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, merci pour la conférence. On dit que la France est en retard en ce qui concerne l'adoption et l'usage de l'IA par rapport à ses partenaires commerciaux. Comment pensez-vous qu'on pourrait démocratiser l'usage de l'IA auprès des entreprises, surtout auprès des PME, afin de booster leur productivité? Est-ce qu'il faudrait plus de support financier, plus d'éducation ou alors d'autres mesures? Alors, merci pour votre question. Je ne sais pas si tu veux... Je pense qu'en fait, la démocratisation de ChatGPT a permis de comprendre, en tout cas sur un cas d'usage qui est, je dirais, le texte, tout simplement, enfin, l'écriture, la rédaction d'emails, etc., qu'on pouvait aller très très loin. Et ensuite, c'est plutôt les outils qui vont intégrer de manière native, tel qu'un copilot dans des outils Microsoft, de manière native, ces outils qui vont au moins faire la productivité, je dirais, de bureautique. Après, la vraie question à se poser pour un chef d'entreprise de PME, s'il a une chaîne de production ou des choses comme ça, c'est qu'est-ce qui lui permettrait d'optimiser cette chaîne de production, et est-ce que cette optimisation, il peut la mesurer avec de la data, et dans ces cas-là, alors on peut utiliser l'IA pour essayer de mieux le faire, soit prédire des pannes, soit avoir des meilleurs rendements, etc., etc. Donc après, de nouveau, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le cas d'usage est super important, et il faut se poser cette question de la corrélation entre avoir accès à une information qui pourrait permettre d'optimiser un processus. Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment en retard en France sur ce sujet. Il y a des très bons, je suis biaisé évidemment, mais il y a des très bons labos parisiens, dont certains sont hébergés par Meta, par exemple, qui ont travaillé sur ces modèles de langage. Il y a des très belles boîtes comme Mistral. Et donc on est tout à fait à la hauteur sur les aspects, en tout cas R&D, liés à l'IA. Et il y a aussi des initiatives assez intéressantes. Je crois que c'est le barreau de Paris qui a décidé d'offrir pendant 1 an accès à un modèle de langage destiné au droit à tous ses membres, dans des conditions de gratuité totale. Donc ça ne va évidemment pas durer, mais en tout cas, ce sera une belle phase d'expérimentation et ça peut donner de résultats intéressants. Donc je ne pense pas qu'on soit en retard, en fait. Juste pour la petite histoire, Microsoft, au T4,
sur le trimestre actuel, les 3 derniers mois de l'année, va générer en annualisé sur l'IA, donc Copilot, plus de 2,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, enfin 10 milliards en annualisé. Et c'est la première fois chez Microsoft qu'une nouvelle division atteint ce chiffre aussi rapidement. Et c'est tout le problème, on en a déjà parlé, c'est que c'est super autoprédictif. Tout ça, ils étaient là avant, ils ont les clients. Et en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité, ça va ne faire qu'augmenter. Moi, je vous dis, sur l'IA, en tant qu'investisseur, en fait, ce qui est compliqué, c'est pourquoi, sur un autre sujet, pourquoi les voitures électriques chinoises vont tout massacrer, notamment nos voitures électriques à nous. C'est assez simple, en fait. C'est qu'en fait, ils ne faisaient pas de voitures avant, ou presque pas. C'est-à-dire qu'ils ont tout construit, toute l'infrastructure, toutes les usines étaient, entre guillemets, natives électriques. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas occupés de ce qu'on appelle le coût legacy, c'est-à-dire ce qui existe. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de tout ce qui est déjà là, on bâtit tout à partir d'une feuille blanche. Donc l'industrie, c'est pas qu'ils sont plus malins que nous, les Chinois, sur les voitures, c'est juste qu'ils n'avaient rien à gérer historiquement. Alors que les Peugeot, les Stellantis, les Renault, les Volkswagen, ils ont tout un business existant avec des gens qui ne pouvaient pas juste, en disant, bon, toi, tu ne sers plus à rien, les lignes de production. Donc, quand vous créez tout à partir de rien, c'est infiniment moins cher. C'est pour ça que toutes les sociétés qui sont IA natifs, donc qui sont bâties à partir de l'IA et avec des managements totalement intégrés à l'IA d'entrée, vont aller infiniment plus vite. Tout à l'heure, on parlait de santé. Sanofi, société française, a eu beaucoup de retard au début et ne croyait pas à la biotechnologie, parce que Sanofi, c'était la fusion de Saint-Élabo et Rhône-Poulenc. C'était des chimistes, et des chimistes, avec un ADN de chimiste, quand on leur parle de biotechnologie, au début, ils n'y croient pas. Et je ne leur fais pas, c'est pas de leur faute, mais c'est souvent comme ça. Donc le vrai sujet, ça va être comment on adapte, comment les sociétés s'adaptent. Et c'est pour ça que les startups, systématiquement, vont plus vite et sont meilleures. Parce qu'il y a un ADN qui est totalement différent, parce qu'il n'y a pas à gérer ce qu'on appelle en finance, en mauvais en français, le legacy cost. Et ça, c'est le pire ennemi de l'évolution. Et malheureusement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les sectes, c'est une question de courage. Avoir le courage de dire, ça y est, il faut se couper un bras, parce que sinon, on n'aura plus rien. Autre question ? Oui, une première partie de question, c'est sur l'énergie dont il y a eu un début de réponse. En interrogeant l'IA, on n'a pas de réponse. Comment juguler la consommation avec l'évolution exponentielle ? Donc comment juguler l'évolution de la consommation, justement ? En marge de ça, je suis assez étonné qu'il y ait très peu d'investissements sur des data centers, notamment sous-marins, pour juguler la consommation et la partie thermique qui est perdue. Donc peut-être les groupes Vinci ou BTP ou Bouygues, on ne voit rien venir. Et enfin, problématique de la protection des données. Vous avez parlé au niveau européen. En France, on a la CNIL. Lors d'une conférence récente, il nous a été dit que problème de l'information, c'est qu'en France, par exemple, un incendie d'un bâtiment religieux, et en l'occurrence c'était une mosquée, est reporté dans nos systèmes, très contraints, comme incendie, et il n'est même pas précisé volontaire, involontaire, mais incendie d'un bâtiment administratif. Donc comment avec ça on peut essayer de travailler ? Et puis toute la pression derrière, et notamment je pense à la pression de la CNAV, non pas la CNAV mais la CPAM, sur les professions libérales pour avoir un reporting
plus précis. Et les médecins, ils disent, mais vous nous bouffez la vie, on ne peut plus travailler. Donc comment on va pouvoir traiter tous ces problèmes? Merci de vos réponses. Alors, vaste sujet. Sur les data centers, en tout cas, il y a un effort pour les... Le problème, c'est le refroidissement. Donc, il y a un effort pour les positionner le long de rivières, par exemple, dans le nord, ou de les positionner dans des endroits frais. Donc, il y a vraiment un effort actuel pour limiter la consommation énergétique de ce point de vue-là, mais l'effort doit aussi être du côté de la théorie et des modèles. Donc ça, c'est ce domaine dont je parlais précédemment, qui est la distillation et la compression. Donc il y a un vrai effort dans ces deux directions, et avec comme objectif de diminuer la consommation énergétique. Je ne sais pas si tu veux... Non, tout à fait. Sur les data centers, il y a énormément de recherches qui sont faites sur le refroidissement. Et en effet, il y en a qui sont maintenant basées au fin fond de la Suède, etc., pour justement pouvoir être refroidis. Mais après, il y a d'autres problématiques. C'est que typiquement, moi, mes clients me demandent que toutes mes données et toute mon IA soient faites sur des serveurs en France. Donc il y a ça aussi. On veut être souverain, mais comme on n'a pas trop de Groenland français, peut-être c'est empirique. Et pour ce qui est de la charge de travail des médecins, il y a quelques startups dont l'objectif est justement d'automatiser le processus de compte-rendu médical ou de travailler explicitement sur les comptes rendus opératoires pour les exploiter de manière totalement automatisée. Donc il y a un travail actuel sur la charge de travail des médecins pour essayer de leur simplifier la vie. Et ça commence à marcher. Et il y a le Health Data Hub, qui est un organisme français qui permet de récupérer toutes les données médicales françaises, de les anonymiser et de les redistribuer à ceux qui en font la demande. C'est pas vraiment mon domaine, donc je connais pas super bien, mais aux différents laboratoires qui en font la demande pour pouvoir justement comprendre la conséquence d'un médicament sur une grande population. Et ça, je pense que c'est des choses très intéressantes aussi qui se font, puisqu'il faut évidemment anonymiser. Donc il y a toujours un tiers de confiance. Là, dans Health Data Hub, c'est l'État, donc voilà. Mais il va y avoir de plus en plus de ce genre de choses, d'une espèce de gouvernance de la donnée, à qui elle appartient, avec qui on la partage, quelle est la licence d'usage et comment est-ce qu'on anonymise tout en gardant parfois une certaine traçabilité de pouvoir faire un reverse engineering sur cette anonymisation parfois qui pourrait être nécessaire. Allez-y. Sur la protection des données, on fait... Mais du reporting médical ? J'ai pas bien compris. La police... c'est de l'humain. Si vous n'avez pas... Non, mais si vous n'avez pas formalisé votre document de prise de notes automatique grâce à l'IA, par exemple, pour qu'il ait toutes les informations, je vous dis, derrière l'intelligence artificielle, il y a un humain. Donc il y a un humain qui s'est dit qu'un incendie, ça suffisait de dire juste bâtiment administratif. On n'a pas dit, il faut préciser. Okay. Allez-y. Alors moi j'ai une petite question étant éducation nationale, et donc prochainement on aura Parcoursup. J'aimerais savoir quelles sont les formations les plus intéressantes, en tous les cas, on sait que c'est très sélectif, pour permettre à nos élèves, et donc je suis CPE au lycée Antoine de Saint-Exupéry à Saint-Raphaël, pour les encourager justement à prendre, à postuler dans des formations, mais lesquelles, parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, pour leur permettre justement d'avoir, notamment de faire de beaux parcours, et puis de pouvoir aussi travailler sur ce phénomène, puisque l'IA, on voit bien qu'aujourd'hui elle est dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le droit, la santé, la musique. Et donc, moi qui m'intéresse beaucoup aux questions d'orientation, ça me permettrait modestement d'aider mes élèves à bien s'orienter au moment de Parcoursup. Merci. Oui, alors il y a effectivement, comme vous le soulignez, un grand nombre de formations qui se sont créées autour de l'IA en France, des masters, typiquement, ça se fait au niveau master 2, et qui sont vraiment passés à l'échelle. Donc un master 2, habituellement, il y a 10 ou 15 ans, c'était une vingtaine ou une trentaine d'étudiants. Là, le master dans lequel j'enseigne, par exemple, qui est géré par le l'ENS Paris-Saclay, est passé d'une cinquantaine d'étudiants à 280 aujourd'hui. Donc il y a eu un vrai passage à l'échelle. En plus de ça, non seulement les masters existants ont augmenté de volume, mais les masters se sont multipliés. Et donc il y a énormément de masters sur l'IA, et c'est comme ça que se forment essentiellement les étudiants. Et ces masters, donc l'autre question, c'est de savoir où ces masters recrutent. Et ils recrutent, pour être tout à fait franc, directement dans les écoles d'ingénieurs et dans les facs.
dans des domaines plutôt liés aux probabilités, aux mathématiques appliquées et un peu moins à la physique. Mais du coup, le cursus, disons, classique, c'est école d'ingénieur, master sur l'IA, stage, et ensuite soit thèse, soit industrie directement. Après, il y a un sujet aussi, c'est comment ne pas se faire remplacer par une IA. Mais ça veut dire que toutes les sociétés vont devoir réfléchir à qu'est-ce qui font qu'elles sont spéciales ou différentes. Déjà, donc la donnée, donc la propriété intellectuelle, tous les gens qui ont des propriétés intellectuelles fortes, on en aura besoin, donc ils sont relativement protégés. Mais à mon avis, un des vrais sujets, et Alexandre l'a un peu décrit, jusqu'en 2012, pendant très longtemps, les modèles, on pensait que les modèles frugaux étaient les meilleurs. Il y a quelqu'un qui a dit, en fait non, il faut plus de données. Moi, je pense que si on éduquait un peu plus les enfants à sortir un peu des sentiers battus et à travailler à leur créativité, moi, je pense que c'est la créativité qui va sauver les gens. Parce que les robots, ils seront remplacés par des robots plus puissants. C'est les créatifs. Moi, je pense que l'avenir appartient aux créatifs, encore plus qu'avant. Les gens qui sont capables d'être différents et de se dire tout le monde va à gauche, moi je vais à droite. Travaillez ça à l'école, forcez-la à réfléchir un peu. Déjà, ils seront moins sur TikTok. Et s'ils sont moins, le but c'est ça, c'est qu'ils soient moins sur TikTok. Et ça, moi j'ai 3 gamins, donc je me bats tous les jours et je gagne rarement. Mais je pense que la créativité est l'axe de différenciation le plus incroyable qu'il faut continuer à leur donner. Dernière question. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je voudrais vous revenir à la question de la souveraineté. Donc vous avez commencé le propos en expliquant les investissements massifs faits aux États-Unis aujourd'hui sur les structures. Donc on a cet enjeu du support, de la structure, de l'infrastructure. On a l'enjeu de nos ingénieurs, dont on dit que beaucoup d'entre eux partent aujourd'hui aux États-Unis. Et on a l'enjeu de la souveraineté sur la donnée. D'ailleurs, ce qui m'avait motivé de créer le Health Data Hub dans la loi de 2019, c'est que je voulais qu'on ait des IA en santé développées sur des données de santé françaises. Parce qu'en fait, on n'est pas soigné pareil en Chine, aux USA, et que si on fourre toutes les données de santé de l'ensemble du monde dans une IA de santé, on n'aura pas forcément le résultat dont on a besoin. Et donc, la question, c'est quel est aujourd'hui, où se situe l'enjeu de souveraineté? Où est-ce que l'Europe a encore une chance de s'en sortir? On voit que les IA généralistes, ChatGPT ou traitement d'images, aux États-Unis ont tellement d'avance qu'on se dit comment est-ce qu'on peut, être en compétition? Est-ce qu'il faut qu'on développe des IA très pointues, comme vous le faites sur le DPE ou d'autres? Voilà. La question, c'est où se situe la souveraineté? Où est-ce qu'on a une chance d'y arriver en européen? Moi, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que typiquement le ChatGPT français, j'espère que vous le connaissez, il s'appelle Mistral, donc n'hésitez pas à l'utiliser plutôt que ChatGPT. Et en fait, toutes ces startups qui se sont formées sur tous ces enjeux d'IA générative, etc., ce sont des ingénieurs français, en effet, d'écoles d'ingénieurs français, qui sont partis travailler chez Google ou Meta, ou etc., en Californie, et qui reviennent ensuite créer des entreprises en France. Donc moi, je serais plus optimiste. Et finalement, c'est bien qu'ils soient formés chez ces géants, puisque ils y apprennent en fait quelques leçons qu'ils pourront ensuite répliquer en bon cerveau. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même cet aspect-là qu'il faut voir. Il y a des belles choses. Et si on a perdu la bataille de l'infra de NVIDIA, on n'a pas perdu la bataille des cas d'usage et même celle de Mistral, qui est une autre utilisation d'un ChatGPT, et il y en a d'autres à venir, à mon avis. En fait, que je vous disais, on va passer du moment infrastructure au moment application et logiciel. Donc c'est maintenant que ça commence. Et l'avantage d'un logiciel, c'est qu'il demande beaucoup moins d'argent au départ. Donc les cas d'usage, c'est maintenant. Donc c'est l'innovation et la volonté d'entreprendre ici ça veut dire l'attractivité. L'attractivité du pays, il est pluridimensionnel et on espère qu'il y a une concurrence mondiale. Donc c'est travailler l'attractivité pour être sûr que les gens ont envie d'entreprendre ici. Vaste débat. Et juste pour parler de la créativité, notre dessinateur nous a fait rire avec le sèche-cheveux Data Center, mais sachez qu'il y a bien une start-up qui fait un radiateur Data Center. Et donc, vous voyez, on invente plein de choses
très aussi sur l'infra. Parce que ça génère de la chaleur, en fait, le data center. Donc si vos radiateurs, en fait, ils font du calcul. Ils tournent, ils font du calcul et ils chauffent. Bon, là, il faut vraiment qu'on arrête. Merci.